petite introduction, puis que des gens nous rejoignent. Il est vraiment tout juste 13 heures. Je comprends qu'en positionnant cette activité juste après le lunch, on prenait quand même le risque que certaines personnes arrivent avec un petit délai, mais on va pouvoir accueillir tout le monde sans problème. Bonjour à toutes et tous, mon nom est Laurent Dubois, je suis le directeur général de l'Union des écrivaines et écrivains québécois et l'heureux animateur de cette table ronde, panel, animation, activité, appelons-la comme on veut, célébration d'une bonne nouvelle, on pourrait dire ça aussi, et je suis le porte-parole de Livre Québec, dont vous allez voir les logos de mes collègues bientôt à l'écran. Livre Québec, qui est donc la table de concertation interprofessionnelle du milieu du livre et qui rassemble différentes associations que je vais vous lister tout de suite. L'Association des bibliothèques publiques du Québec, l'Association des libraires du Québec, l'Association des distributeurs exclusifs de livres de langue française, l'Association nationale des éditeurs de livres, la Fédération québécoise des coopératives en milieu scolaire et l'Union des écrivaines et des écrivains québécois. C'est un peu, finalement, vous vous rendez compte, toute la chaîne du livre qui se regroupe pour échanger sur certains sujets. Et parmi les sujets sur lesquels on échange, eh bien, il y a quelques mois, quelques années, c'était un peu avant la pandémie, on parlait de lecture et on a émis collectivement le doux rêve ressentir le besoin de positionner la lecture comme un enjeu de société. Et la campagne électorale qui a eu lieu au printemps, été dernier, nous semblait un moment parfait pour finalement proposer aux partis candidats pour former un gouvernement de se positionner sur cette question. Et donc de leur demander, seriez-vous prêts finalement à faire de la lecture une priorité nationale? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous faire de la lecture une priorité nationale? Ce n'est pas encore tout à fait défini, puisque ça sera à définir collectivement, mais notre demande repose essentiellement sur le fait d'abord de faire une annonce, donc de déclarer que la lecture est une priorité nationale, une priorité pour le Québec, pendant une durée d'1 an, d'assortir un budget conséquent et spécial. Donc pas un budget qu'on va prendre ailleurs, mais bien de l'argent neuf qui va permettre de monter des projets. Et surtout, je dirais, notre demande reposait sur le fait d'avoir une approche transministérielle ou transdisciplinaire. Et c'est ce qui va justifier la variété de mon panel aujourd'hui. C'est l'idée de dire que finalement la lecture ne peut pas être uniquement une question qui se pose au ministère de l'Éducation et pas non plus une question qui se pose au ministère de la Culture. Qu'il y a des enjeux avec la lecture qui touche l'économie, qui touche la santé, qui touche la famille, qui touche l'intégration, qui touche le français, qui touche évidemment la culture et l'éducation. Et donc on a voulu cette approche transministérielle. Un parti nous a répondu favorablement et a fait le 5 septembre une annonce publique sur ce sujet. Il s'avère que c'est le parti qui forme aujourd'hui le nouveau gouvernement. Donc on est, et c'est la bonne nouvelle que je voudrais qu'on célèbre ensemble, c'est qu'on a une promesse que 2023-2024 sera une année qui sera dédiée à la lecture avec un budget de 10 millions de dollars spécifique qui a été créé. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire en introduction, puis vous présenter surtout mes panélistes qui ont accepté de se joindre à moi et à nous, à Livre Québec, pour cette présentation. D'abord, à mes côtés, est-il nécessaire de le présenter? Oui, il est nécessaire de le présenter parce que c'est par courtoisie, ne serait-ce que par courtoisie. Normand Baillargeon, philosophe et essayiste. Normand est un philosophe qui a écrit, dirigé, traduit et édité plus d'une 60aine d'ouvrages traitant d'éducation, de philosophie générale, de politique, d'art et de littérature. Et vous avez le plaisir de le lire actuellement régulièrement comme chroniqueur en éducation au devoir. Merci Normand de vous être rendu disponible pour cette table ronde. Je sais qu'elle vous tenait vraiment à cœur. Marie Barguidjian, qui est bien connue au Salon du Livre de Montréal, autrice, animatrice, conférencière en art et en littérature. Marie adore communiquer ses passions et elle se consacre au développement de la littérature jeunesse depuis son arrivée au Québec en 1998 et a notamment été à l'initiative du manifeste « On a tous besoin d'histoire ». Il y a quelques exemplaires du manifeste qui sont ici, puis Marie, tu pourras nous en dire quelques mots après, mais c'est quelque chose qui a été quand même majeur, qui a été très accompagné par le milieu. Disons qu'on s'est rejoint beaucoup là-dessus. Voilà, on s'est rejoint, puis ça nous semblait normal que tu sois avec nous à la table quand on est
à la porte d'un événement aussi important. Merci Marie. Frédéric Lalande, directeur stratégie et qualification de la main-d'œuvre au Conseil du patronat du Québec. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce que le Conseil du patronat du Québec fait à une table ronde au Salon du Livre de Montréal? C'était justement l'intérêt de cette approche pluridisciplinaire, c'est de pouvoir entendre Frédéric nous dire comment dans son milieu, le milieu qu'il représente, le milieu du travail, de l'économie, comment ça peut avoir un impact. Donc Frédéric s'est illustré dans le milieu communautaire et a pu développer des projets concrets à finalité sociale, visant notamment l'insertion ou le maintien en emploi de personnes exclues du marché du travail. On est vraiment au cœur du sujet. Merci Frédéric d'être avec nous. Corinne Vachon-Croteau est directrice générale du Réseau pour un Québec Famille et de son initiative Concilivie, dont vous pourrez nous parler tout à l'heure, dédiée notamment à la conciliation famille-travail. Animée par une passion sociale, elle a travaillé pendant plusieurs années en développement des communautés, plus particulièrement sur les dossiers famille et aînés. Merci Corinne d'être avec nous. Et enfin, mon dernier invité, puis dernier aussi dans l'ordre d'arrivée ici, parce que le docteur Camilo Zacchia qui est avec nous, Camilo, merci beaucoup, remplace Thomas Bastien qui devait être avec nous et qui a eu un empêchement familial de dernière minute. Et il a vraiment, Camilo, vous avez accepté de décaler des rendez-vous. Et avec plaisir. Donc un grand merci. Docteur Zacchia, vous êtes psychologue clinicien spécialisé dans le traitement des troubles anxieux, de la dépression et des conflits interpersonnels. Il faut vraiment que je vienne vous voir. Dr Zacchia s'est fortement investi au sein de l'Institut universitaire en santé mentale Douglas. En plus de son travail clinique, il joue un rôle de vulgarisateur de la santé mentale pour le grand public. Vous donnez régulièrement des conférences, vous avez écrit des chroniques à titre d'expert dans plusieurs médias. On a eu le plaisir de vous lire, puis on a déjà eu le plaisir de vous recevoir. Merci à tous les 5 d'être là. Merci à celles et ceux qui nous ont rejoints. Il y a des représentants de la SODEC, des représentants du Conseil des arts et des lettres du Québec, des représentants des associations de Livre Québec, et puis un public du Salon du Livre. Merci à toutes et tous. Je voudrais commencer avec Normand, qui a un peu un rôle d'expert superviseur là, dans le panel, d'avoir une approche un peu globale, Normand, sur c'est quoi l'enjeu derrière cette idée de porter la lecture comme étant une priorité de société. Déjà, est-ce qu'on a raison de dire que la lecture est une priorité qui devrait être nationale et concerner tout le monde? Et puis, c'est quoi l'enjeu à travers ce projet-là? Alors, merci beaucoup de l'invitation. C'est quelque chose qui me touche beaucoup. C'est un sujet qui me semble d'une importance capitale, je le dis. Je l'ai dit souvent, je l'ai répété. J'ai une dizaine de minutes pour faire un peu le tour de la question. Alors, je n'aurai pas le temps de nuancer autant que j'aurais voulu. Et j'aimerais aussi beaucoup commencer en disant qu'au Québec, on a fait des progrès immenses depuis la création du ministère de l'Éducation. Il faut se rappeler ce que c'était dans les années 50. Là. On a fait des grands progrès, il faut se féliciter. Je voudrais commencer par dire pourquoi c'est si important pour moi et peut-être alimenter la réflexion des gens. Les raisons pour lesquelles on doit faire de la lecture une priorité nationale, c'est souhaitable de le faire, je dirais, sont d'abord proches des individus, pour les individus. Par la lecture, les individus élargissent leur connaissance et leur compréhension du monde. Il y a un enjeu épistémologique, si vous voulez un gros mot là-dedans, qui est extrêmement important. Il y a aussi un enjeu esthétique. Par la lecture, on goûte à des plaisirs dont on ne soupçonnait même pas l'existence avant qu'on y ait goûté. Donc ça, c'est un enjeu important. Et il y a des enjeux économiques aussi, parce que la lecture assure que les gens qui ont appris à lire, qui lisent et qui s'intéressent à toutes sortes de choses, ont plus, pour employer un mot savant, de capacité, de liberté dans le choix de leur vie, de ce qu'ils décident de faire. Donc ça, c'est des enjeux pour l'individu. Pour la collectivité maintenant, par la lecture, on contribue de manière très forte à la construction de citoyens éclairés capables de prendre une part active et raisonnable à la conversation démocratique. Il y a un enjeu politique immense ici. Un deuxième, je voudrais souligner, c'est par la culture, qu'on propage à travers la littérature, à travers l'écriture, à travers la lecture, il y a collectivement une grandeur culturelle qui se déploie aussi. On s'intéresse à des choses qu'on n'aurait pas soupçonnées si on n'avait pas eu accès à tout ça. Et finalement, en économie, les acteurs de l'économie sont gagnants aussi d'avoir des gens qui sont capables de lire, de réfléchir, de s'instruire, de parler, de s'éduquer. Face aux défis que nous rencontrons, et il y en a, je reviendrai plus tard si vous le voulez, sur l'analphabétisme qu'on connaît malheureusement ici, qui doit être débattu. L'école, vous le devinez, est pour moi, et je pense pour tout le monde, un acteur central dans ce combat-là. Or, j'ai 2 choses extrêmement importantes à dire là-dessus. La première, et je nuancerai après si on me le permet,
Scientifiquement, on a tranché depuis une soixantaine d'années la question de la meilleure méthode pour apprendre à lire. Or, nos institutions ne suivent pas à la lettre ces recommandations-là. Alors, ce serait une première chose à faire, c'est de s'assurer qu'on enseigne à lire aux enfants en suivant les méthodes les mieux éprouvées scientifiquement. Là, ça ne suffit pas. Parce que si on sait lire, on sait déchiffrer ces petits signes noirs sur la page blanche, là, ça ne veut pas dire qu'on sait lire encore. Laissez-moi vous le prouver. Les états d'une particule quantique sans spin sont décrits par les rayons définis par les fonctions d'un même espace de Hilbert. L'orthogonalité physique que nous venons de définir est alors identique à l'orthogonalité géométrique et les sous-ensembles orthogonaux sont directement les sous-espaces linéaires fermés. À moins d'avoir étudié en physique assez avancé, vous ne comprenez rien de ce que je viens de dire. Et c'est la deuxième chose à propos de la lecture. Il faut apprendre à lire, à déchiffrer, mais il faut qu'on nous transmette un curriculum riche qui permet qu'on comprenne ce qu'on lit et qu'on y prenne goût. Ça demande des décisions collectives qui doivent être prises et qui ne sont pas toujours prises, malheureusement. L'école est donc l'acteur principal dans cette vaste tâche de transmettre le goût de la lecture. Quand on transmet ça, on améliore aussi la capacité pour les gens de dialoguer avec les autres, de penser, de réfléchir. Il y a des obstacles et je voudrais en signaler 3. Un obstacle important que vous allez rencontrer dans tout ce projet-là, c'est les inégalités devant l'école. Nous vivons dans une société profondément inégalitaire et lorsque vous avez la malchance d'être né dans une famille peu éduqué, où on ne lit pas ou presque pas, où il n'y a pas de livres, vous arrivez à l'école avec un désavantage marqué. L'école est l'institution qui peut combler ce désavantage-là. Elle peut le faire en suivant les meilleures méthodes pour apprendre à lire, parce que ceux qui sont les plus pénalisés par les mauvaises méthodes sont justement ces enfants avec des difficultés de lecture, avec des milieux sociaux où on ne lit pas, et ainsi de suite. L'école à 3 vitesses, ici, serait quelque chose dont on devrait discuter dans cet échange. Une autre chose aussi qui est un obstacle aujourd'hui, qui est nouveau, qu'on n'avait pas soupçonné, ce sont les nouveaux médias, Internet, les GAFAM et l'offre culturelle qu'ils proposent. Il n'y a pas de solution simple à ça, mais il se trouve, vous avez peut-être vu ça récemment, Richard Séguin et Hélène Dorion, le chanteur et la grande poétesse québécoise, ont fait une sortie pour faire remarquer que l'offre musicale en ligne, maintenant, fait en sorte qu'on n'écoute à peu près plus la chanson française ou québécoise. Là, il y a un enjeu politique aussi sur comment on régule ça, comment on transmet ces choses-là, comment on en donne le goût. Vous ne saurez jamais que Félix Leclerc est un immense écrivain que vous adorez. Si vous n'avez jamais entendu Félix Leclerc, vous n'avez jamais lu ses livres et ainsi de suite. Donc, il y a un enjeu ici politique pour la société et pour l'école qui doit transmettre en faisant attention à ces savoirs-là et qui doit se fier sur les meilleures données probantes pour décider de l'utilisation qu'elle fera des nouvelles technologies et des écrans. La dernière remarque que je voudrais faire, c'est à mes yeux une des plus importantes que je vais prononcer aujourd'hui, si vous voulez bien. Nous vivons dans une société qui est largement dominée, dont les institutions fonctionnent largement, je nuancerai tantôt, dans une logique de réponse à une demande. Ce que nous voulons mettre en place ici doit et ne peut que s'inscrire dans une logique de proposition d'une offre. Ça demande de repenser beaucoup de choses qu'on fait. À l'école, si on ne vous enseigne pas la poésie, Prévert et ces choses-là, vous ne pourrez jamais savoir que vous adorez ça. Or, ce qu'on vous propose partout autour, c'est souvent autre chose qui est dominé par une logique de répondre à une demande. Ici, dans les institutions culturelles, dans la proposition de lecture, on s'inscrit dans la proposition d'une offre. Et il ne faut pas reculer devant ça. Il faut se rappeler constamment qu'on n'est pas dans une stricte logique marchande, on est dans une logique culturelle de proposition d'une offre. Alors voilà, c'était ma tentative de déblayage de cet immense sujet. Merci beaucoup. Normand, il y a beaucoup de choses, évidemment. Puis j'aimerais ça aussi, après un premier tour de table, revenir vers vous pour vous entendre aussi sur la notion de plaisir de lire. C'est-à-dire que là, effectivement, on comprend bien les inégalités que vous décrivez, et puis donc dans l'apprentissage de la lecture. Mais ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a des gens qui savent lire, mais qui ne lisent pas. Et ça m'intéresserait d'avoir votre avis là-dessus, de pourquoi on a ce constat-là. Docteur Zakia, je voudrais vous entendre peut-être en premier, ou je vais faire des variations, sinon c'est trop scolaire. Ok. Et je voudrais vous entendre sur l'aspect santé.
Ouais. Quand on a écrit le projet, on a eu la prétention de dire qu'il y avait un impact, il y avait un lien entre la lecture et la santé mentale, qu'elle était bénéfique, que d'ailleurs on a des chiffres qui démontrent que pendant la pandémie, il y en a quand même des ventes de livres qui ont explosé, qui ont augmenté. Donc ça nous laisse croire que la gestion du stress aurait pu passer par la lecture. Est-ce que je me trompe? Et puis... Oui, en effet, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à relire, faire d'autres projets, etc. Mais j'aimerais parler de deux aspects de santé mentale. Souvent, on parle d'anxiété et dépression, mais il y a aussi le bien-être mental. Et je pense que dans cette salle, si on faisait le calcul, je dirais au moins 90% de vous vous sentez comme des imposteurs de temps en temps, sinon tout le temps. On voit des gens autour de nous qui semblent plus intelligents, ils ont des connaissances que je n'ai pas, des talents qu'on n'a pas. Ils jouent la musique, je ne joue pas la musique. Des fois, on compare les circonstances de vie. Ils ont des enfants, j'en ai pas, ils sont mariés, etc. Donc, on a notre propre vie. Et on vit notre vie. J'ai une vie, vous avez tous une vie. Mais ce qu'on voit chez les autres, c'est la surface. Chez nous, on voit l'intérieur de notre esprit, mais on n'a pas accès à l'esprit des autres. Mais quand on lit, on rentre dans l'esprit du monde, d'autres personnes. On commence à réaliser qu'ils ont les mêmes inquiétudes que nous, les mêmes insécurités que nous, la colère, les pensées immatures de temps en temps, la jalousie, peu importe. J'en ai tous chez moi et tout le monde les a. Donc, la première chose que moi j'ai réalisée en étant psychologue, c'est qu'on est pas mal tous pareils. Mais là, j'entends des histoires des gens dans mon bureau. Mais si je n'ai pas ça, où est-ce que je pense ça? Pour moi, c'est la lecture me met dans le monde, d'autres cultures, mais aussi d'autres esprits. Et ça, c'est important. Les bons écrivains, mettons, on prend Margaret Atwood, par exemple, Camilla Gibb, j'aime aussi beaucoup, sont selon moi, des gens qui sont capables vraiment de catcher qu'est-ce qui arrive dans la tête de quelqu'un. Donc, pour moi, la première chose, le premier bienfait de la lecture, c'est de se sentir moins isolé, moins bizarre en faisant ça. Il y a d'autres bienfaits, évidemment, en touchant la question de pandémie. Ça touche beaucoup la question de balance de vie. Le bien-être vient de beaucoup de choses. On est infirmier, on est psychologue, on est n'importe quoi, on est en ressources humaines. Donc, une partie de notre identité vient de ça. Et ça m'apporte un bonheur. Mais si j'écoute mes enfants ou j'assiste au baseball de mes enfants, je ne suis pas psychologue, je suis père. Je suis voisin de quelqu'un, ami de quelqu'un. Donc, j'ai aussi un rôle social à jouer. Mais avant tout, quand je lis, ou si j'écoute la musique, ou si je suis en vélo, je ne suis pas père ni psychologue. J'ai du temps pour moi-même, nourrir mes intérêts, mes passions. Et la lecture est une de ces passions-là. Et aussi, comme dit le philosophe, ça nous donne le goût d'essayer d'autres choses. On lit sur la nourriture, le vin, peu importe, et on agrandit notre esprit. Et finalement, il y a aussi, dans la lecture, bon, pas finalement, il y a deux autres petits points. Si on demande aux jeunes d'étudier l'histoire, ils vont peut-être résister un peu à ça. Mais si on leur demande de lire, mettons, La voleuse des livres ou Les cerfs-volants de Kaboul, ils vont apprendre sur l'histoire. Ils vont apprendre beaucoup sur la Deuxième Guerre mondiale sans étudier l'histoire. Donc, pour moi, il est super important que les gens comprennent l'histoire pour ne pas le répéter. Malheureusement, on a cette tendance encore. Mais les livres comme ça, les romans historiques, très importants. J'ai mentionné les cerfs-volants de Kaboul. En lisant les livres de Khomeini, ce livre-là m'a éduqué sur les cultures des classes en Afghanistan. L'autre livre qu'il a écrit, le deuxième, 1000 soleils splendides, nous montre beaucoup qu'est-ce qui se passe dans la culture, le rôle des femmes dans cette culture-là. Donc, ça ouvre des portes sur les sociétés, les facteurs qui ont créé des conflits, tout le reste. Et des fois aussi, la lecture peut nous donner un genre d'inspiration personnelle, si ça nous touche directement. Il y a Alice Sebold qui a écrit The Lovely Bones. En français, c'est
j'oublie le nom, mais son deuxième livre, ça s'appelle Lucky, où elle parle de son propre viol. C'est pas un roman, c'est un documentaire. Et il y avait une cliente que j'ai traitée, j'ai suggéré ce livre-là, puis elle l'a lu dans une journée, je crois. Et ça lui a donné beaucoup de courage de poursuivre avec ça. Donc, des fois, la lecture et les histoires nous touchent personnellement. Merci. Excuse d'avoir pris. Ah non, c'est parfait. Est-ce que j'ai un micro qui fonctionne là? Oui, vous m'entendez? Ah, super. Vous parlez d'histoire, fait que je vais me tourner vers Marie parce que... Oui, ça m'a évidemment donné à réagir. En fait, ce que vous êtes en train de nous dire, et c'est aussi ce que j'apportais avec le manifeste, c'est que la fiction sert la réalité. En fait, on a besoin de la fiction pour porter la réalité. Elle nous aide à la comprendre, elle nous aide à prendre du recul, elle nous aide à avoir différentes entrées. C'est ça le rôle de la fiction. Il n'y a pas une société qui peut se passer de fiction. Donc je voulais revenir là-dessus. Je voulais aussi revenir un peu sur les propos de Normand. Au fond, dans ce que vous avez dit, Normand, je me disais, finalement, c'est quand même un acte de résistance forte d'arriver à lire aujourd'hui, parce que c'est vrai, il y a beaucoup de contre-courants là qui nous empêchent de lire. Les conditions mises en place pour lire qui ne sont pas idéales, une petite enfance compliquée, parce qu'on parle beaucoup de l'école, mais moi j'aimerais qu'on parle de la petite enfance. Ce qui se passe entre 0 et 4 ans, là, c'est quand même lamentable, disons-le. Je trouve que dans les garderies, il n'y a pas suffisamment de formation autour de la lecture, du rôle de la lecture, des éducatrices, etc. Il y a quelque chose à faire. Et je l'ai constaté quand j'arrive dans les écoles pour faire des animations en maternelle. J'en suis émue, parce qu'à chaque fois, je vois bien les enfants qui ont eu cette richesse-là, d'avoir des histoires qui ont été nourries, qui ont du vocabulaire, qui savent rester tranquilles pendant une histoire, qui savent se comporter et réfléchir sur l'histoire. Et je vois les enfants qui ont eu peu de choses, qui sont, ça ne veut pas dire qu'ils ne m'écoutent pas, mais ils ne sont pas tout à fait là, ils ne sont pas rendus au même point. C'est l'égalité dont parlait Normand. Et le troisième point, parce que je ne veux pas accaparer le débat, c'est la notion du temps. Monsieur abordait la notion du temps, et je crois que dans nos sociétés, c'est quelque chose de très important, sans jeu de mots. C'est dur pour des enfants de continuer à lire dans une famille où ils rentrent le soir, il y a la télé, il y a l'ordi, il y a le téléphone, il y a les tablettes. Enfin, je veux dire, il y a quand même un labeur à faire, une espèce de lutte pour arriver à trouver le temps de lire. À la fin du manifeste, je disais aux parents, s'il vous plaît, laissez 10 minutes de silence dans la maison pour pouvoir lire. On est happé par plein de choses, et nous, les adultes, les premiers. Donc, toute cette notion relative au temps, le temps de lire, le temps de s'évader, on dirait qu'on l'évacue complètement. Or, c'est un temps retrouvé à faire. Sans faire du Proust, on va faire du temps retrouvé. Merci Marie, ça fait aussi un lien parce qu'on parle de la petite enfance, on parle de la maison, de la famille, des lieux communautaires. Donc je me tourne vers Corinne parce que c'est votre milieu, ça. Et j'aimerais ça vous entendre là-dessus, dans votre milieu professionnel, là, comment vous voyez la lecture comme un outil aussi de croissance, de développement, de bien-être, Ah oui, tout à fait. Exactement, puis je suis d'accord avec ce que vous dites. Je pense que la lecture, ça commence dès la petite enfance. Il y a des rapports la à naissance. La naissance, oui, je suis d'accord, même des fois avant. Oui. Hein? Donc, l'importance de la lecture, elle est là. C'est important d'agir tôt, dès la petite enfance. C'est là qu'on crée cette brèche, puis elle peut se faire dans la sphère familiale. Effectivement, on n'est pas tous dans les mêmes conditions. Comme vous le disiez, M. Baillargeon, il y a une égalité des chances qui n'est pas encore présente, puis je pense qu'on se doit d'agir, on se doit d'être une communauté autour de nos enfants pour leur permettre d'avoir accès à différentes conditions propices à développer cet intérêt-là aussi à la lecture. La lecture au sein des familles, pour moi, c'est aussi une opportunité de créer des liens, de passer des moments de qualité dans ce que se souviendront nos enfants, mon expérience personnelle, là, je le partage parce que il est symbolique pour moi. Ma fille de 8 ans, depuis qu'elle sait lire, raconte des histoires à son frère. Donc, chez nous, la lecture, c'est aussi créer un lien entre les enfants d'une même famille et partager ce plaisir-là. Donc, la lecture, elle est importante dans nos liens sociaux également, dans la relation qu'on a avec
nos grands-parents également, qui sont des acteurs super importants dans la transmission des valeurs, dans tout ce qui se passe dans la sphère familiale, dans nos ados qui peuvent se reconnaître parfois dans leur diversité, qui peuvent trouver justement des histoires, des personnages dans lesquels ils vont pouvoir s'identifier, qui va être probablement marquant dans leur développement. Donc, je pense qu'il faut comprendre qu'on est plusieurs acteurs autour des enfants. Puis moi, je trouve que à ce niveau-là, le système de l'éducation, nos professeurs, nos intervenants en service de garde, nos acteurs communautaires aussi, qui sont là autour des familles, sont tous définitivement des acteurs clés pour donner envie de lire puis découvrir toute l'importance que ça a pour nos enfants. Puis je dirais aussi que pour la famille, l'importance de la lecture, c'est également d'être capable d'aller chercher des fois des ressources quand on en a besoin. Donc, quand on vit, par exemple, une problématique avec un enfant, avec un proche vieillissant dont on prend soin, bien, avoir un bon niveau de littératie, c'est aussi être capable d'aller chercher des informations sur la problématique, être capable d'avoir accès aux ressources, être capable de communiquer avec les intervenants, peut-être de la santé, qui nous transmettront des recommandations par écrit. Donc, la lecture, c'est aussi avoir un meilleur niveau de vie, s'en sortir quand on traverse des obstacles. Donc, c'est vraiment multifactoriel, pardon. Je pense que c'est essentiel qu'on y accorde tous ensemble cette importance-là pour nos familles du Québec. C'est vraiment, je vais passer la parole à Frédéric, j'entends beaucoup aussi cette idée que c'est le lien, vous en parliez, c'est une activité, c'est comme si ça se contredit des fois, parce qu'on a l'impression que la lecture est une activité solitaire, on part tout seul dans son livre, puis tous les trois, vous nous décrivez que finalement, c'est aussi une activité qui doit permettre de créer du lien, de se projeter, même de s'inspirer, c'est ce que vous nous avez dit, d'autres, donc intéressant. Frédéric Lalande, donc, dans votre milieu, donc le milieu du travail, le milieu de l'emploi, le milieu de l'économie, des entreprises, c'est quoi les enjeux pour vous, comment vous voyez ça par exemple, j'ai envie de vous dire, un manque de littératie. Là. Si on n'augmente pas le niveau de littératie au Québec, c'est quoi le problème dans votre milieu? En fait, il y a deux enjeux, un direct puis un plus indirect. Le premier enjeu, c'est que bien qu'on a effectivement accompli beaucoup de progrès en termes de niveau de littératie, il y a encore un lien, en fait, il y a encore un grand retard au niveau des entreprises au Québec quant à la prise en compte de l'importance de la formation, de l'éducation des compétences de base, ce qu'on appelle les compétences de base, qu'on appelle aussi des fois, ça me fait toujours rire, les compétences du futur, alors que c'est de toute éternité, mais bref. Et c'est que le problème aussi, c'est qu'il y a un lien très direct entre les niveaux de maîtrise de ces compétences-là et la capacité d'un travailleur de maîtriser les compétences techniques. Donc, quand une entreprise va investir pour acheter une machine, par exemple, souvent c'est à ce moment-là qu'ils vont faire de la formation. Et s'il y a un haut niveau, un bas niveau de littératie dans l'entreprise, les travailleurs vont être moins à même de pleinement comprendre et bien maîtriser les nouveaux outils de travail. Donc, il y a un lien très direct entre niveau de littératie, productivité, capacité de résister aux chocs économiques, etc. Mais il y a un lien encore plus indirect, mais qui est quand même assez direct, qui est justement que ces compétences de base-là, donc l'esprit critique, l'empathie, la capacité dépendamment des référentiels, là, ils vont être 9 ou 10 ou 19, mais ce qu'on appelle en anglais les soft skills, pour prendre une expression qui se traduit très mal en français. La littérature, en particulier, c'est un excellent moyen de développer ça. Monsieur disait, la capacité de se mettre à la place d'un autre, de voir le monde par ses yeux, c'est des compétences super importantes pour les employeurs du 21e siècle. Puis ça donne que c'est ceux-là que les robots ne pourront jamais nous prendre. En tout cas, jusqu'ici, tout va bien. C'est encore drôle, j'ai envie de dire. C'est encore drôle. Chose à la fois. Ouais. Puis c'est ça. Puis on a un gros défi encore pour les entreprises au Québec. M. Barajon parlait du rôle de l'école, mais si nous au CPQ, on est là-dedans depuis très longtemps, l'apprentissage tout au long de la vie, la vie, elle va se passer beaucoup dans les milieux de travail. Puis si nos milieux de travail ne deviennent pas des milieux apprenants,
Donc, que l'entreprise elle-même soit un lieu où on peut apprendre pas juste des compétences techniques, mais aussi des compétences de base. On ne réglera jamais nos problèmes vraiment. Là. Fait que, puis, malheureusement, puis je le sais parce que je les représente, là, mais les employeurs, souvent, ils ne voient pas le lien entre des maîtrises des compétences de base, incluant la littératie, et la productivité du travailleur. Puis sa capacité, tu sais, des affaires simples comme comprendre les pictogrammes et les instructions pour ne pas se blesser dans un milieu de travail. Si on n'a pas de littératie de base, on ne comprend pas. Donc, Excellent, merci. Je suis sûr, Normand, que vous avez envie de réagir à ces 4 interventions. Il y a des choses que vous voyez faire. Oui. Je pense qu'on converge vers quelque chose. Votre micro, peut-être. Oui. Je pense qu'il y a une vaste convergence dans nos propos. J'écoutais monsieur le psychologue parler, et puis évidemment, je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est une chose qui me tient beaucoup à cœur. Ça, et je ne l'ai pas dit quand j'ai parlé au début, mais par la littérature, on est capable de comprendre des états humains, on est capable de reconnaître des états mentaux, on est capable de les connaître sans être tout à fait impliqué en eux. Si vous me permettez, moi j'ai écrit il y a quelques années un livre avec Catherine Lemens qui s'appelait « Que c'est la littérature? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de la littérature? » Et mon thème, c'était justement qu'on peut apprendre à connaître des types humains. Le chapitre s'appelait, moi dans mon cas, « Connaissez-vous Homer Simpson? » Parce que si on écoute les Simpsons, on connaît Homer Simpson. Et connaissant Homer Simpson, on connaît un type d'être humain. Et je pense que ça, c'est très important sur l'importance qu'on peut accorder à la lecture. Je réagis aussi à vos propos. Je suis bien d'accord avec vous, vous avez raison. C'est des choses que j'avais dites moi-même et je pense que c'est important de les souligner. Et là, je pense, vous allez comprendre que je suis hostile à une réduction de l'éducation à du capital humain, par exemple. Je pense que ça fait très mal à la nature même de l'éducation et à la logique de proposition qu'on doit instaurer à l'école puis dans un projet comme celui-là. Mais je pense que c'est quand même important de faire valoir un argument comme celui que vous faites valoir auprès des employeurs. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils comprennent que ici, là, c'est des choses qui sont rentables, intéressantes, sans lesquelles ils ne peuvent pas fonctionner, sans lesquelles leur institution ne fonctionne pas. Et il faut trouver un moyen, je ne le ferai pas ici maintenant parce que ça demande de la nuance, mais il faut trouver un moyen, tout en préservant la nature, la valeur intrinsèque de ce qu'on défend, de faire jouer cette carte de sa valeur instrumentale, parce qu'elle en a une aussi, et je pense que ce serait important de le faire. Pour ce qui est des comptes, là, on se rejoint tout à fait. Dans quelques jours, je vais animer avec Alexis Martin la soirée bénéfice pour la Fondation de l'alphabétisation, et le thème cette année, c'est « Raconte-moi encore ». Donc, c'est les comptes, et là aussi, on apprend énormément de choses. L'humanité tout entière compte des choses. Des recherches que je lisais récemment, je mettrai des bémols là-dessus si vous voulez, mais des chercheurs arguaient que les dessins qu'on voit dans des grottes comme celle de Lascaux, c'était des illustrations avec lesquelles on contait des histoires. Et toutes les sociétés humaines racontent des histoires. Ça joue un rôle extrêmement important pour le développement de l'empathie. Ça joue un rôle extrêmement important pour la socialisation, pour l'appartenance à une culture. Et là, la lecture aujourd'hui a un rôle absolument central à jouer dans tout ça. Donc, le besoin de rêver. Et le besoin de rêver aussi, puis je l'évoquais au tout début, c'est de goûter des plaisirs qu'on ne connaîtrait pas autrement. Si on n'a jamais eu la chance d'être initié à la poésie, mettons, eh bien, on ne peut pas savoir que c'est une grande joie et qu'on peut être ému aux larmes devant un poème de Prévert ou qu'on peut être ému aux larmes devant la démonstration. Ça fait 2 fois que vous citez Prévert, vous l'aimez bien. Je ne l'aime pas bien. Normalement, c'est au moins 10 citations par an. Je vais prendre un autre exemple. En sais, mathématiques, on peut être ému devant la démonstration qu'il y a une infinité de nombres premiers. Aux larmes, presque. Ouais. Ça m'est jamais arrivé, mais je veux bien vous croire, Normand. J'ai beaucoup d'estime pour vous, donc je vous crois. J'aimerais ça... Oui, une dernière chose, excusez-moi, je n'ai pas réagi à ça. Vous avez raison aussi de dire que dès la petite enfance, c'est crucial. Et au Québec, j'ai dit tantôt, puis il faut nuancer des choses, qu'on n'utilise pas toujours les meilleures méthodes pour apprendre à lire, on a fait des dérives. Mais récemment, au Québec, une dame qui s'appelle Monique Brodeur a publié un important rapport sur l'apprentissage de la lecture chez les plus jeunes. Et j'espère que ces idées-là vont se répandre et ces pratiques-là vont s'implanter. Voilà. Merci beaucoup. Monique Brodeur qui avait participé au tout début, aux premières journées Lire pour réussir. Donc, quand on a commencé tout ce parcours, donc elle a été impliquée avec nous dès le début du jeu. J'ai quand même besoin de vous entendre là, rapidement. On s'en va vers 2023-2024, lecture priorité nationale. On va probablement avoir un comité de travail pluridisciplinaire qui va se mettre en place. En tout cas, c'est notre revendication. On sait qu'on a une enveloppe de 10 millions minimum qui va arriver, on revendiquera un peu plus si c'est nécessaire. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place rapidement? Parce que tout ça, c'est bientôt. Et ce serait quoi les grands... Je ne vous demande pas de nous dire quel type d'activité précisément, tel jour, telle heure, dans telle salle, mais globalement, si on devait
isoler quelques grandes idées d'activité, quelques grandes orientations, vous auriez quoi à dire dans vos domaines respectifs? Corinne, peut-être pour commencer, est-ce que vous voyez, vous, dans votre milieu, ce qu'on devrait mettre de l'avant? Ben, moi, je pense qu'il faut continuer de rapprocher la lecture des milieux de vie. Donc, poursuivre les belles initiatives, notamment des bibliothèques, qui se rapprochent des milieux, qui sont présentes là même où sont les gens. Quand on parlait des familles vulnérables, ben, je pense que c'est particulièrement important de se rendre à elles pour rendre la lecture accessible, leur donner des bons exemples. Il y a la bibliomobile, par exemple, qui se promène dans les parcs l'été. C'est prêt, c'est le quartier, c'est accessible. Donc, rendre accessible cette lecture-là et créer des liens. Je pense aussi qu'on a à peut-être valoriser plus de modèles. En me préparant pour le panel, je réfléchissais dans mon quotidien, puis je regardais des émissions à la télé, puis je me disais, ah, tiens, j'ai l'impression qu'il y a peu de gens dans la télévision qui lisent. On le voit peu. Donc, comment est-ce qu'on peut rendre plus visible des modèles de gens qui lisent pour différentes raisons? Comment on peut faire... Des sportifs, des chanteurs, des gens proches des jeunes. Oui. Une idée Oui. d'ambassadeurs de la lecture qui ne seraient pas Exact. uniquement des gens du milieu culturel ou des profs Oui. ou des philosophes, mais qui pourraient être des... Ok, intéressant. Ensemble, on les voit seulement avec les armes à feu, au lieu d'avec un livre. Donc. Ouais. Oui. Puis je dirais aussi que faut qu'on le fasse ensemble, il faut qu'on agisse à différents niveaux. On parlait de travail tantôt, la conciliation famille-travail, c'est une responsabilité notamment des employeurs. Mais il y a un impact sur les familles. Il y a une étude en 2015 qui démontrait, qui a été réalisée auprès de 14 900 parents, qui démontrait qu'un niveau élevé de conflits emploi-famille avait des répercussions sur les pratiques parentales positives, dont le temps consacré à la lecture avec les enfants. Donc, on voit l'importance que tout le monde soit sensible à ça et que chacun fasse le petit bout de chemin qui le concerne là-dedans. Je vois que... Oui, en effet, parce que c'est important de comprendre que les habitudes d'adultes commencent jeunes. Et comment créer une patience, pour moi, ça serait la priorité. Il n'y a rien qui est plus magique que le moment que l'enfant est au lit avec leur pyjama, puis on sort un livre, puis on raconte, on lit un livre à nos enfants. Souvent, c'est le même livre qui veut. Mais ça touche vraiment le désir d'entendre des histoires et tout ça. Et après, aux bibliothèques, souvent, on a des événements où quelqu'un lit des livres. Il y a des gens qui ont du talent à faire ça. Puis mon enfant, mes enfants, mes nièces sont souvent regroupés à la bibliothèque un samedi matin. Et le but de ça, c'est non seulement d'avoir du fun, mais c'est de créer vraiment le goût de le faire. Donc, pour moi, la technique, si possible, je miserais plus vers comment créer l'intérêt. Comment est-ce qu'on crée l'intérêt dans le sport? C'est en encourageant le sport à l'école primaire ou avant. Donc, c'est là qu'on devrait mettre plus d'emphase. En termes de thèmes, malheureusement, il y a des thèmes qui sont difficiles à toucher, mais pour moi, les deux choses qui me dérangent, qu'on voit, qui sont inquiétants, c'est l'incapacité de reconnaître la vérité, puis toutes les théories, le manque d'esprit critique. Il y a des gens qui croient que la planète est plate. Les autres, ils se voient comme des penseurs critiques parce qu'ils critiquent les connaissances. Au lieu de questionner nos propres croyances, la vraie pensée critique, et aussi la tendance de penser en groupe, nous versus eux. Toute la question de la politique d'identité sur le pitch de soccer, les arénas, tout, et ce qu'on voit en Europe, ce qu'on a déjà vu durant toutes les guerres. Donc, quelque chose qui nous rapproche aux autres cultures, aux autres connaissances. Ce serait le thème que je miserais. Merci, Marie. Moi, c'est un combat contre l'ignorance, là, dont on est en train de parler. Deux choses. Je pense qu'à Montréal, on est assez choyé, on a des écoles et des bibliothèques à portée de main. En région, c'est plus difficile. Mais si l'école, parfois, mais quand même, si l'école devenait un milieu culturel à part entière, je pense qu'il y aurait quelque chose à faire à l'école pour investir les parents avec les enfants et les enseignants. Il y a un lien à tisser plus fort pour que le désir de lire
naissent avec les parents, pas seulement du côté des profs et des enfants. Puis l'autre chose, l'autre action, moi, serait à porter sur la fin du primaire et le début du secondaire. Parce que, comme j'ai dit dans le manifeste, je ne connais pas un enfant qui n'aime pas qu'on lui raconte des histoires. Ils aiment tous ça. Ils ont tous envie d'apprendre à lire. Ça les fait grandir. Quand ils savent lire, ils sont tellement fiers. Puis il se passe quand même quelque chose là, tout au long du primaire pour arriver finalement à un début de secondaire un peu pitoyable où on perd beaucoup de joueurs, perd beaucoup de lecteurs. Donc il y a quelque chose à se mettre en place comme des lectures à voix haute. Et ça, lié avec moi, je sais que l'organisme le fait très bien, mais je crois qu'il faut continuer au secondaire. Il y a quelque chose à continuer de nourrir. C'est difficile pour un jeune, un préadolescent, on l'a dit tout à l'heure, qui est sollicité plus de vie sociale, le sport, etc., de s'isoler et de continuer à lire. Il faut le reconnaître. Donc l'école a un rôle d'autant plus important à ce moment-là à jouer. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à faire sur la fin du primaire et le début du secondaire. Merci. Pour ne pas les lâcher. Frédéric, votre voisine parlait de conciliation travail-famille, du rôle de l'employeur dans cette prévention-là. Plus globalement, quel type d'activité, quel type d'orientation vous auriez envie qu'on prenne? Ben, en fait, je vais mettre brièvement mon chapeau d'un ancien du mouvement communautaire pour dire que généralement, les acteurs déjà en place connaissent généralement très bien les solutions aux problèmes, puis que de juste soutenir mieux et davantage d'étendre des initiatives déjà existantes, c'est souvent une très bonne idée. Les hommes politiques n'aiment pas trop ça, ou les femmes politiques n'aiment pas trop ça parce que ça ne fait pas beaucoup de coupures de ruban, mais c'est généralement ce qui marche le mieux, puis ça évite de dédoubler puis de reproduire des choses qui existent déjà. Après, au niveau de l'entreprise, ben, outre l'aspect productivité et formation de la main-d'œuvre et tout ça qui est vraiment capital, puis pour lequel il faut continuellement marteler l'importance de le faire, c'est sûr que donner le plaisir de lire partout, je veux dire, un grand lecteur, mettons moi, je lis partout. Partout. Ben, ça peut être encouragé par les entreprises, ça, le fait de lire partout, tout le temps, puis que c'est un vrai plaisir. Bon, nous, pendant la pandémie, au CPQ, on avait un club de lecture virtuel parce que il fallait bien, on lisait tout, on n'avait rien d'autre à faire. Non, c'est pas vrai. C'est comme si c'était un pis-aller. Il y a aussi la dictée PGL qui est offerte aux entreprises, qui est bien le fun, que j'ai gagné par ailleurs. Je tiens à dire. Deux fautes. C'est très difficile. Mais tu sais, c'est ça, il y a des initiatives un peu comme ça. Puis quand même rappeler que pour ce qui est du volet plus productiviste de la chose, on a une politique d'éducation des adultes au Québec qui date de 2001. Donc, 2001, c'est quand même une certaine durée. Puis qui était justement une politique interministérielle pour soutenir la formation des adultes au-delà de l'école, à l'école, mais aussi au-delà de l'école. Donc, on attend toujours son renouvellement. On pourrait penser à commencer à regarder, dépoussiérer ça. Aller plus loin avec ça. Je comprends. Merci. Normand, vous, quel type d'activité vous voyez, quelles orientations? Vous nous l'avez déjà dit, mais... Je veux revenir sur, Ouais. par exemple, les bibliothèques. Avec le micro? Non, le micro, non? Non, hein? Il n'aime pas. C'était très riche, cette ouverture-là vers les bibliothèques. Au Québec, moi, je fréquente beaucoup les bibliothèques au Québec, là, et je vois des choses extraordinaires qui se font là, des compteurs, de l'aide, etc. Il s'en fait des belles choses, il faut le souligner. Mais il manque de moyens aussi, les bibliothèques au Québec. Alors, cibler les bibliothèques dans les milieux défavorisés, ça pourrait être une très belle ouverture là, vers la lecture ici, qui pourrait aider beaucoup de gens, je pense. Une autre chose que je veux soulever, et je n'ai pas de réponse, encore une fois, il faudrait nuancer et faire attention, mais j'ai parlé tantôt des nouveaux médias d'Internet, les GAFAM, et de la proposition culturelle qu'ils imposent presque, et qui minore beaucoup la proposition culturelle d'ici, la langue française, et ainsi de suite. Et il se passe aussi un autre phénomène que le psychologue pourrait sans doute éclairer beaucoup mieux que moi, c'est la perte de la capacité de porter attention et de se concentrer. La distractabilité? Oui, et pour lire des livres, il est important d'accepter, de se concentrer. Je suis philosophe, vous l'avez dit, hein, je vais citer un philosophe du 18e siècle, Emmanuel Kant, qui disait quelque part, on n'envoie pas les enfants d'abord à l'école pour qu'ils apprennent, mais on les envoie à l'école d'abord pour qu'ils s'assoient sans rien dire et qu'ils s'arrêtent de se disperser puis qu'ils écoutent. Eh bien, aujourd'hui, les occasions de se disperser avec les nouveaux médias sont gigantesques et ça joue un rôle important dans la minoration de la place de la lecture. Alors, je ne sais pas comment régler ça, mais il est clair qu'il faut affronter cette difficulté-là et trouver des moyens de la solutionner. On n'aura pas ce débat-là. J'allais ajouter quand même qu'en même temps, les grands médias ne parlent pas beaucoup de littérature. Oui, il y a pas Il y a quand même pas un beaucoup de énorme... place. Un mot, si vous permettez aussi. J'ai évoqué au tout début de mon exposé, tout à l'heure,
qu'on est dans la logique de proposition d'une offre. Et ça vaut pour les médias aussi. Ah oui. On ne peut pas simplement répondre à la demande. On doit proposer une offre. Vous ne saurez jamais que vous aimez la musique classique, l'opéra, que sais-je encore, si vous n'en entendez jamais et si tout ce qu'on vous propose est uniquement ce qui est rentable. Alors, il faut sortir de cette logique-là de répondre à une demande pour entrer dans la logique de proposition d'une offre. Ça vaut pour les médias, ça vaut pour l'école. Voilà. Il me reste quelques secondes, quelques minutes. Ouais, 4. Vous êtes 5, c'est qu'il va falloir se partager ça. J'ai une question que je n'avais pas prévue, mais je vous la pose quand même. C'est un peu une question piège, mais on commence à brainstormer. Le gouvernement nous dit que dans l'enveloppe de 10 millions, il y a une somme qui devra être consacrée à une campagne nationale de communication sur les bienfaits de la lecture. Si je vous pose la question de me dire, dans cette campagne, souvent là, si on parle d'une campagne télé, là, on s'entend qu'on a des clips de 10 ou 15 secondes, donc on est souvent à la recherche d'un message à isoler. En conclusion, là, j'aimerais ça que vous puissiez me dire, vous, s'il y a un bienfait de la lecture que vous aimeriez mettre de l'avant dans une campagne, ce serait quoi? Est-ce que ce serait lequel, le bienfait? Vous avez 28 secondes pour y penser, le temps que je meuble un petit peu. Mais je vais commencer avec vous, parce que vous avez le micro près de la bouche, ça veut dire j'ai envie d'y aller. Parce que la même attention qu'un écureuil. La distractabilité, ça vous touche. En effet, vous voyez qu'au buffet chinois, on va toujours manger plus que si on va au restaurant normal. Au buffet, on mange toujours plus parce que c'est devant nous. Donc, l'attention est toujours attirée par le facteur externe aussi. Et ça, c'est le problème avec tous les accès à tout. Mais ça, c'est un autre sujet. Pour moi, je dirais que si je demande à chacun de vous, chacun dans la salle, quel livre vous a créé le plus de passion chez vous? Quel livre vous a touché plus au cœur? Et si tout le monde commence à partager pourquoi j'aime telle musique, pourquoi cette musique me donne des frissons, les gens vont l'écouter et ils vont souvent l'apprécier, c'est en essayant ça. Le bienfait que vous voudriez qu'on va... Donc, moi, je dirais que les gens partagent leur passion, leurs intérêts. OK, super, merci. Corinne? Bien, je pense que j'irais aussi vers quelque chose qui se ressemble, mais le plaisir. Je pense qu'on s'attache là, tout le monde, on se rejoint là, tout le monde. Puis peut-être juste une mini parenthèse sur le numérique. Je pense qu'avec la pandémie, on a vu peut-être aussi des nouvelles opportunités se créer. Je pense par exemple aux heures du conte qui se sont faites en ligne. Je trouve ça génial. Est-ce que ça donne accès justement à se faire raconter une histoire, même si dans notre milieu, c'est peut-être pas la norme, même si nos parents sont pas habilités à le faire. Donc des fois, il y a des belles choses qui ressortent notamment de la pandémie. Donc fin de ma parenthèse, mais le plaisir de lire, je pense que c'est ce que je mettrais de l'avant. OK. Frédéric? Moi, je pense que ça permet de créer des liens entre soi et les autres. Donc, lire la lecture un moyen de lire. J'ai eu le temps d'y penser, ça paraît. Ouais. Hein? Un peu plus que 28 secondes. Marie? Alors, moi, j'ai inventé un slogan. Ouais. Là, le temps qu'on réfléchisse. Wow. Je dis, je ne lis pas pour avoir de bonnes notes à l'école, je lis pour moi. Okay. Pas mal, ça. Ouais, c'est pas mal. On met ça dans la machine à Brainstorm. Et je vais laisser le mot de la fin à Normand avec un micro. Bravo. Avec un micro. Bravo, aussi. J'aurais une sorte de slogan aussi qui irait un peu comme ceci. Tu n'as pas idée de tout ce que tu vas découvrir et pour lesquels tu vas te passionner. Et tu n'as pas idée de tout ce que tu vas apprendre, y compris sur toi-même. Ah oui. Ok, ça me paraît être une très très belle conclusion. Je vous remercie vraiment parce que c'était... voilà, j'imagine que recevoir l'invitation à venir ici, parler de lecture au Salon du Livre, quand on est une autrice, ça paraît normal, mais quand on n'est pas dans le milieu, ça peut créer certains doutes. Mais surtout, merci d'avoir embarqué aussi avec nous quand on a fait la lettre ouverte que vous avez, vous personnellement ou vos organismes, appuyé. Ça a été très précieux. C'est cette lettre ouverte signée par plusieurs centaines de personnes et de personnalités qui a fait que la Coalition Avenir Québec s'est intéressée aussi à ce sujet-là. Et aujourd'hui, on a une belle promesse devant nous. Et puis, grâce à vous, grâce à d'autres, grâce à vous, on va pouvoir la transformer en action concrète. Et Livre Québec vous fait la promesse de suivre ça de près dès les prochaines semaines avec le cabinet du ministre qui sera en charge de ce dossier. Mais voilà, un grand merci à vous toutes et tous. Merci d'être aussi nombreux. Bon Salon du Livre. Et je pense que j'ai respecté le timing, non? Waouh! Merci tout le monde.